Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce jour à la fois printanier, à la fois hivernal. Et oui, tradition oblige, comme chaque année évidemment sur cette chaîne, vous allez avoir droit à un fameux top perso, le fameux top perso sur un sujet bien particulier que j'aime, que vous aimez certainement. Donc bref, ne perdons pas plus de temps et essayons d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Parce que oui, pour ce 6e épisode, les amis, nous n'allons pas parler de manga, de personnages, mais nous allons parler de séries, et plus précisément des 10 séries que je préfère par-dessus tout. Donc voilà, vous allez avoir un petit classement, pas piqué des hannetons, pas piqué des verres, des vertes et des pas mûres, voilà. Vous allez avoir un beau petit top, bien à vous, de la 10e, donc de la bonne place, mais qui correspond à la moins bonne, à la meilleure place qui correspond à la série que je kiffe par-dessus tout, à la série qui me fait vibrer, moi et ma petite corde sensible. Bien évidemment, et je préfère poser les bases avant d'entrer dans le vif du sujet, ce classement est tout à fait subjectif. Donc il ne reflète ce que j'aime, tout simplement ce que moi j'aime. Ce n'est peut-être pas le même classement que vous aurez, ce n'est peut-être pas les mêmes séries que vous aimerez, mais en tout cas, voilà, sachez que ce sont les séries que j'aime qui me font kiffer, donc ce classement est subjectif, donc pas de jaloux, pas de gros débats dans les commentaires, apprécions tout simplement la vidéo, et commençons avec la 10e place. Axel, Mike, Frances, Sue et Brick, en voilà des noms bien saugrenus pour des personnages de série. The Middle est une série, ma foi, fort sympathique, se déroulant au cœur de l'Indiana, dans une petite bourgade assez moyenne, assez typiquement américaine, une famille très moyenne américaine, ayant des soucis d'argent, des soucis de famille, des soucis familiaux, des soucis entre frères et sœurs, bref, c'est une série typiquement américaine comme on les aime. Et effectivement, étant quelqu'un qui apprécie déjà de base les séries humoristiques, les séries qui présentent des petites satires, à la fois drôles, à la fois pertinentes, à la fois sur un humour second degré, eh bien je dois dire que The Middle trouve parfaitement sa place dans ce classement. Les bons moments de cette série sont assez divers et variés, suivre les moments à la fois attendrissants, émouvants de cette famille, essayant de s'en sortir tant bien que mal dans la vie, malgré les nombreux tracas quotidiens, que ce soit les frères et sœurs, les problèmes d'argent, les problèmes de survie, comment se nourrir, comment être avec tel enfant et comment être avec l'autre. On a des personnages attendrissants aussi qu'on aime suivre dans leurs aventures tout simplement, on aime apprendre à les connaître, on grandit avec eux également, et surtout voilà, c'est très drôle, on a beaucoup d'humour, des acteurs qui jouent très bien, donc oui, The Middle a quand même déjà des petites qualités de prime abord. Le hic, malheureusement, avec ce genre de série, et c'est parfois le petit problème des séries à titre humoristique, c'est que les épisodes ont souvent tendance à être redondants, à se ressembler, à parler avec un humour qui aujourd'hui ne serait plus accepté, des références, des clichés qui ne passeraient plus de nos jours. Donc oui, The Middle a parfois cette fâcheuse tendance à être trop redondant, à trop vouloir insister sur l'humour, même s'il y a beaucoup de très bons moments, mais oui, voilà, il ne peut pas être parfait vu qu'il est 10e, mais en tout cas, c'est une très bonne série, je crois qu'elle fait 5 ou 6 saisons, et si vous n'avez pas encore eu le temps de la voir, eh bien je vous la conseille. Donc oui, The Middle c'est à voir, mais ne perdons pas plus de temps, et continuons notre route dans ce classement. Alors honnêtement, pour ceux qui sont abonnés à Netflix et qui suivent très récemment les productions Netflix, ils sont quand même très forts pour nous proposer des séries originales qui sont très bien faites, très bien réalisées, très émouvantes, très palpitantes, et pour être honnête, Umbrella Academy rentre parfaitement dans cette catégorie. Parce que par le prisme de cette académie, nous allons découvrir des personnages qui sont attachants, drôles, émouvants, farfelus, cyniques, bref, j'en passe et des meilleurs. On a clairement de très bons personnages dans cette série, que ça soit dans la saison 1, dans la saison 2, ou même dans la saison 3. Et j'attends avec impatience cette saison 3. Je crois même que la saison 3 n'est pas encore sortie, donc je viens de dire peut-être une boulette, mais c'est pas grave, on a la bonne franquette.
Clairement, la série, elle a sa place dans le temps et elle la trouve parfaitement. Et ce qui est très ingénieux et très cocu à la fois malgré tout, hein, c'est de nous faire voyager au travers de cette série, en passant par les années 60, les années 70, les années 80, même les années 90. Bref, on voyage dans cette série et c'est ça qui est cool. On ne reste pas cantonné à notre époque, on voyage, on découvre ce qu'il s'est passé à une autre époque et les conséquences que ça a pu avoir. Je viens effectivement de relire mes petites notes. Eh bien oui, il y a 2 saisons, donc les 2 saisons sont disponibles, mais malgré le fait que ça soit très bien, très palpitant, très chouette à voir malgré tout, il y a quand même des défauts dans cette série, et je trouve qu'un des défauts principaux, un des défauts majeurs de cette série, c'est d'avoir par moments des liens qui sont soit trop décousus, soit beaucoup trop complexes et trop difficiles à comprendre entre les différents personnages issus d'un univers, mais issus d'un autre, qui est issu de ce même univers, mais qui est issu d'un autre également. Je vais même conseiller ça et même le mettre dans les points un petit peu, pas négatifs, mais peut-être en suspens, puisque au vu de la fin de la saison 2, il est clair et net que la saison 3 va encore nous faire voyager, et notamment peut-être dans une sorte d'univers étendu ou d'univers parallèle, donc à voir comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place. Mais malgré tout, malgré ces 2-3 petits bémols, il faut quand même reconnaître que Umbrella Academy est une très bonne série, une production Netflix qui est réussie, donc voilà, ils ont quand même le chic pour nous faire des trucs incroyables, et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien foncez les amis, foncez avant que la saison 3 n'arrive, comme ça vous serez à jour tout simplement. Bon, je sais que certains vont tomber des nues en voyant cette transition, mais avant de vous désabonner, avant de me jeter des tomates, avant de m'humilier, de me huer devant la place publique, laissez-moi vous expliquer pourquoi Dark n'est pas aussi haut dans ce classement. Voilà, je tiens quand même à clarifier les choses. Il faut déjà savoir une chose, je ne nie pas le succès qu'a pu avoir Dark, parce qu'à mes yeux, au bout des 3 saisons, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une série comme on en a peu, parce que c'est une série qui tient très bien sur 3 saisons, qui arrive à nous garder en tant que spectateur, à la fois dans l'univers, mais dans le contexte, parce que oui, il y a tout qui est très bien. Il y a l'univers, il y a le système du voyage dans le temps, j'aime beaucoup cette idée de retourner dans le passé pour réparer les erreurs qui ont été commises dans ce même passé, d'essayer de finir avec cette boucle temporelle au plus tôt, pour ne plus avoir les mêmes problèmes, les mêmes défauts, les mêmes retours de bâton entre guillemets qu'il y a plusieurs années, le cycle des 33 ans à chaque fois qui se répète, bref, il y a tout qui est très bien dans cette série. On peut rajouter également à cela les personnages qui sont très attachants, qui sont émouvants. On a envie de connaître un petit peu leur vie, leur passé, les liens entre les différentes familles et surtout le final de la série est quand même incroyable. C'est un beau final qui entre guillemets satisfait tout le monde, qui était logique au vu de la situation dans la saison 3. Donc oui, vraiment Dark a des défauts, mais c'est quand même une très bonne série, je ne le nie pas. Les 2 petits bémols que je pourrais mettre avec Dark, mais encore c'est des bémols qui moi m'ont pas trop dérangé, mais d'autres ça pourrait déranger, c'est que si on ne rentre pas immédiatement dans l'univers, dans le style de série, dans la thématique, dans les enjeux, c'est très difficile, très ardu et très complexe de pouvoir suivre les différentes temporalités, les retours dans le passé, les retours dans le futur, les retours dans le passé. Bref, il faut vraiment s'accrocher, il faut rentrer dedans. Moi je suis rentré dedans, mais d'autres peut-être ne rentreront pas dedans, et c'est peut-être ça le petit bémol qu'on pourrait ajouter à cette série. L'autre gros problème, et là c'est moi qui pinaille un petit peu, c'est qu'on a des personnages qui par moments je trouve sont inintéressants dans cette série. Je pense notamment à Anna, la mère de Jonas, que certains aiment beaucoup pour son caractère. Moi je ne la supporte pas, je ne l'ai jamais supportée pendant les 3 saisons, et j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec elle, parce que je trouve qu'elle est égoïste, qu'elle a un caractère qui n'est pas compatible, elle n'est pas capable de laisser un peu de place aux autres, elle n'a pas envie qu'on lui prenne ce qui est à elle. Bref, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de personnage, et pour le coup, oui, son final est beau dans la saison 3, mais c'est pas un personnage qui moi m'a marqué, donc c'est peut-être un des problèmes de Dark, c'est d'avoir des personnages qui sont soit trop chiants, qu'on a envie de tarter, ou des personnages qui sont inintéressants.
D'un côté, le final de la saison 3 et les 3 saisons sont très réussis, mais par moments, Dark a cette fâcheuse tendance à être beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué dans ses thématiques et dans ses enjeux, ce qui peut potentiellement perdre un spectateur neutre. Mais, encore une fois, Dark est un chef-d'œuvre, et si elle est dans ce top 10, c'est que c'est une série que j'aime énormément. C'est pas comme si je l'avais mis 10, 12e ou 15e, quoi les gars, elle est quand même dans le fameux top 10. Ah, sale temps pour les puristes de Dark qui vont non seulement vont être déçus de voir Dark 8ème, mais qui en plus vont se dire « Non mais attends, il nous a mis Friends devant Dark, non mais il est sérieux, la minute en vrac, et oui, désolé. Désolé les gars, voilà, hein, c'est mes goûts, c'est comme ça. J'en suis navré, j'en suis navré. Le jour où on se rencontrera, vous pourrez me jeter des tomates si vous en avez le cœur, si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, voilà, j'aime bien vous dire ce que j'aime comme série, et Friends est devant. Cette série, elle est clairement dans mon top 10 pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une série qui, même si elle est sortie en 1993, hein, je pense, elle est toujours dans le temps. Elle est toujours dans le temps, dans le vent en 2021. Il y a des relations solides entre les personnages, des épisodes poignants, émouvants, des amitiés incroyablement belles entre tous les personnages, parce que finalement, ils sont restés 10 ans ensemble, et pendant 10 ans, ils ne se sont jamais séparés. Voilà, c'est l'amitié parfaite, c'est les couples parfaits entre guillemets, des couples qui durent, et puis surtout il y a des thématiques, des enjeux qui sont démontrés autour de notre société qui sont encore valables aujourd'hui à notre époque. Friends, c'est quand même une série qui possède 10 saisons. 10 saisons, c'est énorme. C'est 2 de moins que Big Bang Theory, on en reparlera, mais je trouve que c'est une série qui, sur 10 saisons, a eu le mérite de renouveler certains épisodes, de renouveler ses intrigues, ses romances, ses enjeux, ses rebondissements, ses moments coup de cœur, ses moments de tristesse. Sur 10 saisons, on passe véritablement par plusieurs petits chemins sinueux, mais des chemins sinueux qui sont très agréables à visiter. Parce que ça aurait pu être une série sur 10 saisons qui décide de garder la même trame, ne rien changer au niveau de ses épisodes, de juste rajouter quelques blagues. Mais non, Friends a osé changer, a osé un petit peu, par moments, varier les plaisirs, et c'est ça qui est cool sur 10 saisons. Malheureusement, les gars, si elle se trouve 7ème et pas plus haut, c'est qu'elle a quand même des défauts. Elle en a quelques petits, mais elle en a quand même des petits points noirs. Paradoxalement, je trouve que Friends a beau être dans l'air du temps encore aujourd'hui, c'est une série qui reste malgré tout vieillotte, qui est en train de vieillir malheureusement. C'est un petit peu le lot des séries qui sont sorties dans les années 90, qui avaient un humour un petit peu spécial, un petit peu hors du temps, qui passait à cette époque, mais qui aujourd'hui ne passerait plus du tout, que ça soit dans les clichés, dans les vannes, dans les références. Il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui Friends, on se dit, ah ouais, il y avait quand même des blagues comme ça, ah ouais, il a dit ça à ce moment-là. Donc vous voyez, elle est vieillotte à la fois dans son humour, mais à la fois dans sa trame narrative. Sans oublier bien évidemment les petits clichés, les petites caricatures au travers de certains épisodes de Friends qui aujourd'hui ne passeraient évidemment plus sur nos écrans, vous imaginez bien, hein. Une série des années 90 qui aujourd'hui ressort, je peux vous dire très clairement qu'elle ne reste pas longtemps au niveau de l'écran. Parce qu'il y a des clichés, de l'humour un petit peu de second degré qui aujourd'hui serait mal perçu, mal pris, que ça soit par la cancel culture ou par d'autres, à juste titre hein, d'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui Friends a cette fâcheuse tendance à être une série vieillotte qui manque par moments de finesse dans son humour et dans ses références. Vous le savez, vous le voyez à travers cette chaîne, et pour ceux qui me connaissent à l'extérieur, dans la vraie vie, IRL, comme disent les jeunes sur le web évidemment, je suis un très grand fan de Disney, des contes de fées, du milieu de l'enfance, au niveau des dessins animés bien évidemment, de la magie, et il était évident que Once Upon a Time aurait et a sa place dans ce top 10, et à cette 6ème place, c'est tout à fait mérité. Une de mes séries favorites, et bien plus que ça, c'est véritablement une série coup de cœur en ce qui me concerne. Je ne saurais plus vous dire quand, mais un jour, on m'a dit « Ah tiens, il faudrait que tu regardes quand même Once Upon a Time ». Je dis « Ouais, bon, ça va ». Donc j'ai été voir Once Upon a Time, et me laissant guider par ma curiosité et mon envie de découvrir de nouvelles séries, je me suis littéralement plongé dans l'univers, et véritablement, j'ai accroché aujourd'hui. C'est une série qui me déplairait pas de revoir une fois, 2 fois ou 3 fois, voilà, parce que il y a vraiment tout qui colle dans cette série, il y a des choses qui ne vont pas, mais moi, c'est une série que j'adore. Déjà, ce qui est très fort avec cette série, c'est d'avoir pris des comptes
existants, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit sur Rumpelstiltskin, sur La Belle et la Bête, de les avoir attrapés, de les avoir transposés, les avoir mis dans notre monde, dans notre société moderne, avec ses thématiques, ses enjeux et ses déviances parfois lumineuses et parfois sombres. J'aime beaucoup l'idée d'avoir tous ces personnages dans un univers qui est différent, qui n'est pas le leur, avec de nouveaux codes, de nouveaux enjeux, de nouvelles thématiques, et donc un nouveau jardin auquel il faut pouvoir s'adapter. Parce que c'est pas tout de vivre dans un château un jour, un beau château de princesse, et le lendemain de vivre dans une petite ville perdue au milieu du Kentucky ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, il faut véritablement que les personnages s'adaptent à notre monde et pas l'inverse, et ça je trouve ça très 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 fort. Mais là où Once Upon a Time est encore plus fortiche au niveau de cette série, c'est qu'au fil des saisons, petit à petit, en douceur, avec parcimonie, ils ont réussi à nous faire avoir de l'empathie et une réelle empathie pour les méchants. Le meilleur exemple et le meilleur personnage que je pourrais vous donner en termes d'évolution dans cette série, c'est Regina. Regina, au début de la série, c'est vraiment la caricature de la méchante reine, hostile, dure, froide, qui n'a pas envie qu'on vienne perturber son univers et ce qu'elle a créé finalement. Mais plus la série avance, plus elle rencontre de personnages, plus elle apprend à aimer son fils Henry, plus elle apprend à découvrir son autre maman et sa meilleure ennemie, meilleure amie Emma, on sent que le personnage s'adoucit, il prend une autre posture, elle devient différente, plus aimable, plus agréable, plus gentille, et ça se ressent véritablement dans son caractère, dans son personnage qu'elle est, et c'est vraiment cool, parce qu'au final, à la fin de la saison, c'est quand même une fille qui est devenue gentille, qui n'est plus la soi-disant méchante reine, et qui a réussi à avoir le respect à la fois de ses ennemis, mais de ses amis surtout, et ça c'est quand même fort. Sans parler de l'univers qui est très riche, qui est très vaste, c'est très bien construit, chaque saison, chaque demi-moitié de saison va apporter son lot de nouveautés, va parler d'un personnage différent, d'une partie d'univers différente, d'un conte différent aussi, hein, que ça soit par le magicien d'Oz, les contes un petit peu oubliés, les moments aux enfers avec Hadès, bref, il y a véritablement à boire et à manger dans cette série. Pourtant, malheureusement, si Once Upon a Time est 6ème, c'est parce que la série garde encore des stigmates qui aujourd'hui, malgré tout, lui font défaut, que ça soit par moments des personnages qui sont inintéressants, des intrigues entre personnages qui sont parfois trop complexes et trop étranges à mon goût, des effets spéciaux qui ont très mal vieilli malgré tout, hein, on a beau dire tout ce qu'on veut, la FX de Once Upon a Time, elle est pas ouf. Et malgré tout, c'est peut-être le pire défaut de Once Upon a Time, c'est qu'il va y avoir une dégradation des saisons au fil des épisodes. On sent véritablement que la série s'affaisse à un moment donné. Le meilleur exemple, il faut le dire les gars, après la première partie de la saison 4, qui est centrée sur la Reine des Neiges, on est véritablement passé dans le côté où Once Upon a Time ne sait plus quoi faire. Mis à part peut-être le voyage aux enfers avec Rumpelstiltskin, Hadès, la mère de Regina, tout ça c'est très bien fait, il y a une très belle colorimétrie sur ces épisodes, mais après c'est très compliqué, on sent que la série patauge un petit peu dans la semoule. Peu d'entre vous le savent évidemment, mais je suis un très bon consommateur et un bon viewer de la série The Big Bang Theory, créée par Chuck Lorre évidemment, qui tantôt acclamé, tantôt vanté, tantôt hué par moments pour ses petits problèmes de scénario, pour une série par moments beaucoup trop longue. Mais je trouve que cette série a eu le mérite au moins de changer notre façon de voir les séries télévisuelles et surtout notre façon de les consommer. Ce que j'aime beaucoup avec cette franchise The Big Bang Theory, c'est à la fois son ton, son humour qui se veut sérieux, qui se veut à la fois sérieux, qui se veut également décalé. Il y a énormément de références à la pop culture, à notre monde moderne, aux évolutions technologiques. Et mine de rien, il y a quand même par moments un certain travail de vulgarisation à la fois des œuvres scientifiques qui ont existé, des recherches qui ont été menées et des découvertes qui ont été faites. Et ça c'est quand même fort, c'est de faire passer pour simple aux yeux du spectateur une découverte scientifique qui, quand elle a été découverte, était très complexe, très difficile pour celui qui y est arrivé.
Certes, Big Bang Theory, c'est 12 saisons. 12 saisons, je suis d'accord, il faut se les manger, il faut se les consommer, mais non seulement les épisodes sont assez courts, 23 minutes plus ou moins, au niveau des 12 saisons, il y a des rebondissements, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a des personnages qui se rencontrent, des personnages qui se mettent ensemble, des personnages qui ne se mettent plus ensemble, et surtout les gars, c'est le plus important, il y a un final. Le final, il est digne de ce nom, il est digne de ce nom, et pour la première fois, je l'ai vu, et honnêtement, c'est un très beau final qui est en plus d'être un très beau message sur l'unité, sur le groupe en général, c'est un très beau message pour ce qu'est la série en général. Enfin, moi, je trouve que le final était très beau, peu importe. Vous l'aurez compris, si la série est 5e, c'est qu'il y a 2 petits défauts, encore une fois. Alors oui, j'ai vanté le fait qu'il y avait 12 saisons et que ça passait très très vite et très bien. Mais malgré tout, 12 saisons c'est long. 12 saisons c'est long, c'est une série qu'il faut regarder assez souvent, sinon vous perdez un petit peu le fil de l'histoire et vous avez un petit peu du mal à rentrer à nouveau dedans. Et surtout, l'autre problème, c'est que par moment, il y a un humour qui est par moment trop complexe, trop ardu, surtout si vous ne consommez pas régulièrement comme tasse de thé la pop culture, la culture geek ou la culture scientifique. Certes, il y a de la culture générale qu'il faut avoir pour connaître certaines références, certaines petites vannes, mais je veux dire, si c'est pas votre tasse de thé de prime abord, la série va être longue pour vous, je pense. Malgré ces 2 petits bémols, bien entendu, je ne peux que vous conseiller de cette série, de vous plonger à pieds joints dedans, de regarder cet univers à la fois geek, pop culture, scientifique, et de découvrir ces beaux et charmants personnages, en passant par Raj, Sheldon, Leonard, Penny, j'en passe et des meilleurs. Bien que l'on puisse lui reprocher ces 2 dernières saisons, qui je trouve, c'est vrai, étaient en deçà à la fois de nos attentes, de ce qu'elle a pu proposer, de ce qu'elle aurait pu mettre en œuvre, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que 13 Reasons Why est une série incroyable, qui non seulement a des personnages extraordinaires, bourré en émotions, bourré en suspense, qui a su mettre en lumière certains problèmes de la société, et c'est ça qui est fort avec 13 Reasons Why, c'est qu'au-delà d'être une très très bonne série, c'est que la série, au fil des saisons, et dans sa trame narrative, a su nous confronter aux problèmes graves de notre société, des problèmes graves, durs, parfois tristes, par le prisme des ados et du lycée notamment. Que ça soit des thématiques sur la dépression, sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement physique, psychologique, sur le suicide, sur la volonté de tout faire péter, voilà, d'aller vers le terrorisme, bref, il y a vraiment de tout dans cette série qui démontre que la société ne va pas, qu'il y a des choses qu'il faut changer et que ça passe dès le plus jeune âge, parce que les premiers qui sont confrontés à ce genre de situation et à ce genre de problème, de ressenti, ce sont nos ados de Liberty, voilà, les ados du lycée Liberty, qui donc subissent un petit peu tout ça et qui parfois vont ressentir ces choses-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément cette série, c'est parce que non seulement elle est porteuse d'un message d'alerte sur ce que les lycéens peuvent subir au quotidien, qu'on ne met pas assez souvent en lumière, que ces jeunes ne prennent pas souvent le temps de parler par peur justement de représailles, mais à la fois ce message d'alerte, eh bien, il peut se transformer en message d'espoir pour justement que les générations futures, que les prochains ados ne subissent plus ce genre de sévices sur les bancs de l'école. Par le biais de scènes incroyables, poignantes, déchirantes, 13 Reasons Why arrive véritablement à te faire ressentir ce que les personnages ressentent en direct, de te mettre à leur place, d'avoir un certain recul sur ta vie, sur ce que tu as fait, sur ce que tu ne dois pas faire. Et encore une fois, c'est très très bien joué parce que c'est une série qui certes, sur 4 saisons, n'est peut-être pas irréprochable, mais sur 4 saisons, eh bien, ça te met quand même une belle claque sur les beaux et les mauvais, sur les mauvais problèmes, surtout de notre société, qu'il faut corriger absolument. Si la série est très bien et c'est très bien mise en scène, je pense qu'un de ses plus gros problèmes, c'est de s'être perdu en chemin. C'est-à-dire que plus les saisons avançaient, et plus on s'est un petit peu égaré au niveau des thématiques à mettre en valeur, au lieu de se concentrer sur une thématique par saison, ou 2 par saison évidemment. À partir de la 2, on est parti dans le judiciaire, dans le côté psychologique, dans le côté physique, bref, on a mélangé les poissons et les fruits de mer et c'était pas ouf. Vous saurez donc qu'à l'avenir, les gars, si vous avez envie de faire une série comme 13 Reasons Why, sachez que trop de sujets, eh bien, tue les sujets. Mais voilà, nous allons quand même avancer cette vidéo parce que ça fait plus de 30 minutes qu'elle est lancée et donc nous allons parler de la 3e place. Et oui, nous entrons enfin dans le podium de cette vidéo.
Pour être franc avec vous, The Good Place a véritablement été une série coup de cœur pour moi, véritablement, parce que je n'avais jamais entendu parler cette série. Je suis tombé vraiment dessus parce que le joueur du grenier l'avait conseillé, je crois, dans un de ses classements personnel, et je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais regarder. Et effectivement, au-delà d'être une série très drôle, très humoristique, avec de très bonnes vannes, parce que t'en as quand même tout le temps des vannes, et c'est très bien mis en avant, avec des épisodes très épurés. C'est vraiment bien comme série. Je trouve que ça apporte un beau message sur la vie après la mort, sur la vie dans l'au-delà, et sur justement nos errements passés, nos erreurs, nos bonnes choses et nos mauvaises choses qu'on a faites sur la vie pendant notre séjour sur Terre, tout simplement. Elle nous plonge littéralement dans la vie après la mort. C'est-à-dire que la série commence, c'est comme ça. C'est comme ça, tu es sûr que ça se passe ainsi. On va déjà être dans la vie après la mort, on va savoir ce qui se passe dans l'au-delà. La fameuse question que que toute l'humanité se pose depuis des milliers d'années, évidemment. Et j'aime beaucoup cette idée de dire que, voilà, on va mettre en avant le fait de savoir ce qui a compté dans notre vie, ce qui n'a pas compté, comment vont être jugées nos bonnes actions, nos mauvaises actions, et si nos bonnes choses ou nos conneries, tout simplement, nous enverront soit au paradis ou en enfer, qui est le bon endroit ou le mauvais endroit. Tout est très bon dans cette série, encore une fois, la richesse des lieux, que ça soit le bon endroit, le mauvais endroit, le milieu, parce que oui, il y a un milieu, voilà, ça aussi c'est très intéressant, l'humour, le ton employé, la pertinence des vannes, le beau second degré qu'il y a, et des personnages très attachants, que ça soit comme Michael, Eleanor, ou encore Janet, qui est très drôle et qui a été un personnage très apprécié dans cette série. The Good Place est une très bonne série, mais le seul point noir que je pourrais peut-être relever, et encore c'est un petit peu pinaillé, c'est que par moments la série a tendance à avoir des épisodes qui sont lents. Et oui les gars, parfois il n'y a pas que de l'humour, hein. Donc vous aurez peut-être des épisodes où vous allez avoir une ou deux blagues et on va avoir un sujet sérieux pendant plus de 20 minutes. Donc ça aussi il faut parfois l'accepter dans une série qui se veut humoristique, mais sinon pour le reste, The Good Place est une très bonne série, un beau message sur la vie après la mort, sur nos erreurs passées, sur comment améliorer justement nos mauvaises actions. Donc voilà, si un jour vous avez envie de la voir, il y a 4 saisons, allez voir, c'est génial. Les épisodes sont pas très longs, donc franchement, foncez, c'est une très bonne série. Alors, si vous n'avez jamais regardé un seul épisode de Breaking Bad, eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est très triste. Parce que cette série, c'est quand même la masterclass des séries. C'est sur 5 saisons, c'est un chef-d'œuvre. Chaque saison est un véritable chef-d'œuvre. Et tout est très bien réglé dans Breaking Bad. Ça s'accorde comme des violons, c'est réglé comme du papier à musique. Et surtout, on prend un malin plaisir, un très bon plaisir à suivre les aventures saugrenues de Walter White et de Jesse Pinkman. Ce qui est très bien mis en avant déjà dans cette série, c'est l'insertion totale dans le milieu de la drogue, de la mafia de la drogue justement, ses avantages, ses inconvénients, les possibles gains lucratifs qu'on peut se faire, et ce que ça peut faire justement sur une personne, je vais dire, qui a envie de réparer sa vie, de revenir dans le droit chemin, qui a envie de gagner du business, de faire son argent, et ça c'est très bien mis en avant par le personnage de Gus Fring notamment. Il suffit de voir les gars le véritable empire qui a été monté par Gus Fring, qui non seulement, au-delà d'avoir un côté façade, à gérer un petit fast-food de banlieue, mais il est véritablement un chef d'entreprise qui est respecté, qui est craint, qui sait mettre les pieds dans le plat quand il le faut, qui sait ce qui est bon pour son entreprise, qui a ses propres tarifs, et que si tu ne suis pas ces tarifs, eh ben, soit t'as de gros problèmes avec les hommes de main, soit tu te fais descendre, donc t'as pas trop de solutions avec lui, quoi. Donc oui, Gus Fring c'est l'exemple parfait de ce businessman, de ce baron de la drogue. Tous les personnages sont très bons et très charismatiques, que ça soit l'extraordinaire Bryan Cranston qui joue Walter White, on a également Jesse Pinkman qui est très bien dans son rôle de jeune toxico un petit peu énergétique, on a le personnage de Hank, on a Mary qui est la femme de Hank, on a Skyler, on a Mike, on a Saul Goodman, et surtout on a le meilleur antagoniste possible pour une série, à savoir Gus Fring, qui lui est extraordinaire dans son rôle. Un personnage Gus Fring qui me fascine autant qu'il me terrifie, parce qu'autant le mec il est capable de venir te servir ton petit saut de poulet tranquillement au fast-food, bien zappé avec un beau grand sourire en te disant j'espère que vous mangez bien monsieur, autant il est capable de te défoncer sur le champ de bataille en te disant ah ouais tu m'as volé un petit peu de drogue et ben voilà ce qui va t'arriver,
tu vas finir la tête dans un sac mon gros, tu vas rester dans le désert. Bref, le mec il est à la fois extraordinairement bon, gentil et humble, mais il est à la fois extraordinairement méchant. Tout au long des saisons, au fil des 5 saisons, les enjeux et les personnages au niveau de ces enjeux sont extraordinaires. Que ça soit un Walter White qui a envie de sortir de son quotidien morne en se lançant dans le business de la drogue, en gagnant un maximum de cash pour justement réparer sa vie de merde, parce que non seulement le mec, ben voilà, il a un cancer et en plus il se plaît pas dans son couple. On a également Jesse Pinkman qui veut à tout prix retrouver une vie normale parce qu'il a vu la mauvaise transformation de Monsieur White et que lui il a envie d'en sortir au plus vite possible de ce milieu-là. On a une Skyler qui est totalement désemparée de voir son mari filer du mauvais coton comme on dit, de ne plus avoir envie de vivre au point de vouloir se suicider à un moment. À un moment, Skyler, elle a envie de se suicider les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, jusqu'au point où elle était prête à aller. Sans parler bien sûr de Gus Fring qui, pour conserver le plus longtemps possible son empire, est allé à éliminer des concurrents, à les tuer, à les réduire au silence. Bref, il y a de tout dans cette série. C'est une série qui est très bien. C'est une masterclass encore une fois. Bref, le réalisateur Vince Gilligan est un extraordinaire réalisateur. Sa série est une masterclass et nul doute, et elle est déjà en train de le faire, hein, Better Call Saul, le spin-off sur Saul Goodman qui elle aussi, avec 5 saisons, est déjà en train de réaliser cette masterclass avec ce même réalisateur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette série, foncez. Et le seul bémol que je pourrais donner à cette série, évidemment, c'est que la saison 1 est un petit peu longue, elle a du mal à démarrer, elle a du mal à se mettre dans le bain. Donc il faut s'accrocher dès la première saison, parce que si vous n'accrochez pas dès le début, vous aurez du mal à suivre cette série épique et incroyable qu'est Breaking Bad. Nous arrivons enfin au numéro 1 et comme vous l'avez vu, en faisant un classement sur mes séries préférées, il était très difficile, très ardu, très compliqué de faire un top 10 sans vous parler de la série qui a totalement chamboulé notre manière d'appréhender les séries, de les consommer, de les suivre, c'est-à-dire Game of Thrones ou le Trône de Fer pour les plus puristes en français comme moi. Si on met de côté les derniers épisodes de la saison 8 qui pour le coup étaient très moyennes, hein, véritablement c'était compliqué, je pense qu'on peut dire sans prétention que la série se centrant sur le royaume de Westeros est une véritable masterclass, encore une fois, avec des points positifs aussi grandioses que la série elle-même. Que ça soit l'univers en lui-même, jouant sur le côté médiéval, moyenâgeux, les dynasties, les relations entre les familles, les relations entre les différentes maisons, les enjeux entre les différentes maisons aussi, c'est important. Des personnages incroyables qui ont tous une très belle histoire, des moments émouvants, épiques, des batailles qui elles le sont tout autant, des rebondissements, des suspens haletants à te couper le souffle et surtout une bande sonore réalisée par un Ramin Djawadi qui est tout aussi incroyable les gars, vraiment, même la bande son sur les 8 saisons elle est incroyable, peu importe les épisodes, c'est véritablement une série incroyable Game of Thrones. Pourtant Game of Thrones, malgré le fait que ça se passe au Moyen-Âge, que ça soit dans un côté un peu plus médiéval, moyenâgeux va-t-on dire, il y a des thématiques et des enjeux qui sont très forts, qui sont adoptés au fil des saisons et qui peuvent renvoyer à ce qu'on connaît aujourd'hui. Que ça soit l'esclavage des peuples, l'endoctrinement les amis, l'endoctrinement pour pouvoir prendre en main un royaume, le fait eh bien, de faire des massacres de masse pour obtenir gain de cause et pour obtenir des châteaux, et ça se fait au fil des 8 saisons, donc il y a des thématiques très fortes, très importantes qui sont abordées, et c'est beau je trouve dans une série qui se passe pourtant notamment au Moyen-Âge encore une fois. C'est je pense ce qui fait un des plus gros succès de cette série, c'est qu'elle a réussi non seulement à mêler le côté moyenâgeux avec tout simplement des thématiques très fortes, très dures, qui sont encore là, présentes dans notre société actuelle aujourd'hui, et c'est ça je pense qui a fait le grand succès de cette série. Sans mentir les amis, chaque épisode, chaque moment, chaque silence, chaque intervention de personnage, chaque discussion, chaque saison, c'est un pur bonheur. On ne s'ennuie jamais dans Game of Thrones, il y a toujours à boire et à manger, il y a toujours du suspense, il y a toujours quelque chose à regarder, à écouter, à prendre plaisir à suivre, et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'espère que son spin-off sur la maison Targaryen qui arrive nous fera le même effet, nous mettra scotchés devant notre télé à attendre la sortie de l'épisode
épisode la semaine prochaine, qu'on retrouvera un petit peu l'engouement qu'on avait eu pour Game of Thrones, qui véritablement a eu un impact considérable dans notre manière et notre façon de consommer les séries. C'est donc pour toutes ces raisons que Game of Thrones GOT domine largement ce classement, ce top. Et je pense qu'il est grand temps tout doucement d'arriver vers la conclusion de cette vidéo parce que ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là. Et bien voilà les amis, ça fait presque 9 minutes que la vidéo est lancée. Je prie pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Honnêtement, je me suis beaucoup arrêté, donc en logique ça devrait aller. Voilà, je devrais glaner quelques dizaines de minutes, je l'espère. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, par caméra interposée. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à suivre ce classement. Et je peux déjà vous dire une chose, oui, j'ai fait un top 10 sur mes séries préférées, sur mes 10 séries préférées. Il y aura certainement, et voire probablement, un top 10 sur les 10 séries que je n'aime pas du tout. Voilà, c'est tout à fait logique. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Vous voyez, vous avez le lien ici. Mais vous avez également la possibilité d'aller sur mon blog, L'Actu en Vrac, où vous pourrez retrouver des articles à la fois sur les critiques du mois, des petits éditos, des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver ma chaîne YouTube. Et pour le blog, les liens sont dans la description, les amis. Avant de partir, n'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires votre top 10, votre classement justement des séries qui vous font kiffer, qui vous font dire que c'est génial de regarder les séries et de chiller dans son lit. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve fin du mois pour la critique à chaud sur Scooby-Doo 2. Donc soyez au rendez-vous les amis. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez de faire attention à vous et de vos proches. Salut.